Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint avec le petit chien? Oui? Oui. Parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Laurie. Alors, anthropologue de formation, je m'intéresse aux interactions entre les humains et les animaux, et tout particulièrement entre les humains et les chiens. Pendant ma présentation, je vais vous parler des apports des chiens dans la vie au quotidien de personnes et ou de propriétaires souffrant de douleurs chroniques. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de faire une présentation qui suit un plan classique de recherche, à savoir, je vais vous parler de quelques éléments de contexte avant de vous présenter les matériels et méthodes qui m'ont permis de faire cette présentation. Ensuite, je ferai un bref retour sur quelques éléments historiques avant de parler de notre cœur de notre sujet, à savoir s'occuper, posséder un chien. Est-ce que cela a des apports au niveau des douleurs chroniques humaines? Tout cela me permettra de conclure avant de passer à l'étape des questions. Alors, la douleur chronique, elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme une douleur qui persiste ou réapparaît depuis plus de 3 mois. On dit qu'elle est multifactorielle car elle est traversée par des éléments biologiques, psychologiques et sociaux qui contribuent au syndrome douloureux des patients. La douleur chronique, elle est l'une des plus importantes causes actuelles et futures de morbidité et d'invalidité dans le monde. Elle concerne environ 20% de la population humaine mondiale, c'est-à-dire 20% des adultes européens, 20% des adultes états-uniens, 20% des adultes canadiens, etc. D'ailleurs, au Canada, ses coûts directs s'élèveraient à plus de 6 milliards de dollars par an et ses coûts de productivité liés à la perte d'emploi ou au jour maladie seraient de 37 milliards de dollars par an. La gestion des douleurs chroniques est un vrai défi qui nécessite de ne plus concevoir le modèle médical de la maladie et de la guérison, mais de penser à un modèle plus collaboratif entre les différents corps médicaux, qu'ils soient traditionnels ou alternatifs, en y incluant les patients, les familles, etc. Dans ce nouveau modèle qui tente de prendre en compte un maximum d'aspects bio, psycho, sociaux liés aux douleurs chroniques, eh bien, des thérapies alternatives se sont développées, dont certaines qui incluent la participation d'animaux, la zoothérapie. Par ailleurs, nous le verrons en suivant, certaines recherches envisagent que le fait de posséder un animal de compagnie pourrait être considéré comme une stratégie d'autogestion de la douleur. Alors, la zoothérapie ou intervention assistée par l'animal est une intervention qui est structurée et orientée vers un objectif qui inclut ou incorpore intentionnellement des animaux dans les services de santé, d'éducation et les services à la personne dans le but d'obtenir des gains thérapeutiques chez les humains. Alors, cette définition, elle s'applique aux interventions avec notamment des chiens professionnels qui ont été certifiés. Ils ont donc acquis un statut de chien de service et sont généralement utilisés dans le cadre de plusieurs types de pratiques, notamment l'éducation assistée par l'animal, qui vise à améliorer les objectifs scolaires, les aptitudes prosociales et le bon fonctionnement cognitif des bénéficiaires. Elles sont généralement menées par des professionnels de l'éducation. On peut aussi parler du coaching assisté par l'animal, qui est une toute nouvelle pratique qui propose des interventions dans des contextes, par exemple, d'épuisement professionnel, de traumatisme psychologique ou encore de formation aux aptitudes à la vie quotidienne. Alors, elles sont dirigées par un coach professionnel qui est formé et qui possède une expertise dans le domaine d'activité du professionnel qu'il essaie de suivre. Et ensuite, on a la thérapie assistée par l'animal qui vise à améliorer le fonctionnement physique, cognitif et comportemental et socio-émotionnel des bénéficiaires. Alors, dans notre cas, on va s'intéresser tout particulièrement à la documentation de cette dernière partie, notamment quand elle est utilisée dans les processus de gestion des douleurs chroniques en milieu médical. Alors, la plupart du temps, dans un établissement de soins, la visite typique consiste en un patient qui passe environ 10 à 15 minutes à caresser et à jouer avec un chien qui est dressé et certifié, donc un chien de service, tandis qu'un maître chien, que nous appellerons un manieur, surveille le chien, répond à ses besoins, aux questions du patient et s'assure que le protocole d'interaction soit respecté pour éviter les risques.
Alors, dans cette présentation, si vous le voulez bien, je souhaiterais utiliser une définition plus large de la zoothérapie en y intégrant les apports des animaux de compagnie, plus particulièrement des chiens, lorsqu'ils sont à la maison. Alors, dans cette présentation, nous les considérons comme des animaux de soutien, qui, à la différence des animaux de service, les animaux de soutien ne sont pas certifiés, mais ils apportent quand même de multiples sources de soutien à leurs propriétaires. Ceci étant dit, je voudrais maintenant vous partager une première intuition qui règne dans les médias et la sphère scientifique et qui concerne aussi la zoothérapie. L'intervention d'animaux de service serait bénéfique pour la santé et le bien-être des humains. Alors, en effet, on peut parfois lire que la zoothérapie réduirait par exemple la perception de la douleur et augmenterait le sentiment de bien-être des personnes. Par contre, sa réalité physiologique ne s'en verrait pas impactée. On lit aussi qu'elle motiverait les personnes dans leur processus de soins. Ils seraient par exemple plus enclins à marcher, qu'elle réduirait la dépression, l'anxiété et le stress des patients. Elle améliorerait également leur auto-efficacité dans leur processus de soins, leur humeur et encouragerait une plus grande socialisation avec les personnels et les familles. Par contre, concernant les aspects physiologiques, les résultats seraient un peu plus mitigés. D'un côté, on aurait des études qui montrent comment les interactions menées lors d'activités de zoothérapie affectent la physiologie des patients, tant au niveau des hormones que dans la diminution de la pression artérielle. Et on aurait d'autres études qui n'auraient absolument rien mis en évidence. Allons plus loin dans mes propos en abordant les apports des animaux de compagnie, notamment des chiens, sur leurs propriétaires. Alors, dans de nombreux pays occidentaux, tels qu'aux États-Unis, au Canada ou en Australie, eh bien, une majorité, c'est-à-dire 60% des personnes, vivent avec des animaux de compagnie. Alors, il faut savoir que cette pratique, elle séduit d'ailleurs de plus en plus de pays, puisque la possession d'animal de compagnie est également en hausse en tant que pratique culturelle au Japon et en Chine. Et puis, j'insiste sur le fait que la conception de l'animal de compagnie est une notion qui est très occidentale et n'est pas valable en tout temps, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans tous les pays, etc. Alors, reprenons au sujet des chiens, qui s'avère être l'une des espèces favorites à la fois des pratiques de zoothérapie, mais aussi de nos foyers occidentaux. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on comptait environ 7,2 millions de chiens au Canada, 7,5 millions en France, 10,7 millions en Allemagne et 8,3 millions en Italie. Maintenant, je voudrais vous parler d'une seconde intuition qui est à la mode ces dernières années. Les propriétaires d'animaux de compagnie, incluant les propriétaires de chiens, sont en meilleure santé que les non-propriétaires d'animaux. Alors, posséder un chien, par exemple, favoriserait entre autres une augmentation de l'estime de soi, le fait de faire plus d'activité physique, d'avoir un meilleur bien-être mental ou encore d'avoir un plus grand lien avec notre communauté environnante. Cependant, une partie de la littérature reste mitigée concernant les apports de la possession d'un animal de compagnie sur la santé et le bien-être des humains. Par exemple, on a certaines études qui ont constaté que les propriétaires d'animaux de compagnie rapportaient un bien-être psychologique et une santé perçue moindre que les non-propriétaires d'animaux. On a une autre étude qui a été faite parmi les adultes canadiens âgés qui montre que les propriétaires d'animaux étaient moins susceptibles que le non-propriétaire de se déclarer satisfaits de leur vie. Par ailleurs, il existe peu d'études qui abordent les effets de la possession d'un chien et ou d'un animal de compagnie chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Lorsque le sujet est abordé, d'ailleurs, les impacts de cette possession sont mitigés. Il y aurait certaines études qui expliquent que posséder un chien n'aurait aucun avantage en termes de gestion de douleur, alors que d'autres indiquent que les propriétaires d'animaux de compagnie, incluant les propriétaires de chiens, ressentent moins de douleur que les non-propriétaires. Alors, on peut se demander par quoi s'explique cette diversité des résultats obtenus, que ce soit tant dans le contexte de la zoothérapie que dans le fait de posséder un animal de compagnie. Ces variations, elles peuvent s'expliquer en partie par le fait que les études qui montrent tout ça aient une petite taille d'échantillon, qu'elles font parfois preuve d'une méthodologie plutôt faible. Par exemple, d'un côté, on aurait certaines études qui utiliseraient peu d'outils de mesure standardisés dans la validité et la fiabilité ont été établis.
Et puis d'un autre côté, il existe tellement d'outils fiables et valides que les études n'utilisent pas nécessairement le même, et donc on se retrouve parfois avec des données qui sont difficilement comparables. Et puis on a aussi beaucoup d'études qui proposent des données subjectives qui sont donc difficiles à interpréter et à comparer. Mais cela n'explique pas tout. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus de mon projet. Ma problématique, c'est que le simple fait de posséder ou de s'occuper d'un animal de compagnie, notamment d'un chien, ne suffit pas pour diminuer le niveau de douleur chronique ressenti par une personne. Mon hypothèse, c'est que, à partir des références mobilisées sur les apports des chiens qu'ils ont sur les personnes propriétaires ou non de chiens souffrant de douleurs chroniques, j'élabore l'hypothèse que la relation humain-chien peuvent être à la fois positives, mais aussi néfastes pour la santé et le bien-être des humains, donc aussi sur le niveau de douleur chronique ressenti par les humains. Alors, mon objectif de cette présentation, c'est donc de discuter des apports des chiens dans la vie au quotidien de personnes et ou de propriétaires de chiens souffrant de douleurs chroniques. Alors, cette présentation, vous l'avez compris, elle synthétise une revue de la littérature. Alors, afin de répondre au mieux à ma problématique, j'ai souhaité mobiliser la pluridisciplinarité en puisant des références tant populaires que techniques que scientifiques. Alors, pour mener à bien mon travail, j'ai mobilisé plusieurs banques de références. Certaines sont spécialisées dans le domaine scientifique, en sciences humaines et sociales, en sciences naturelles, voire dans tous les domaines. Et puis, j'ai aussi mobilisé le moteur de recherche Google, les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, LinkedIn, pour identifier des documents plus populaires, voire scientifiques. Cette étape, elle était d'ailleurs intéressante pour moi car elle m'a permis de favoriser mon immersion dans le sujet grâce à des données vulgarisées, mais aussi de cibler des articles qui, à première vue, ne faisaient pas l'objet de mon attention, puis qui finalement se sont révélés intéressants. Alors, n'étant pas familière de ce sujet, j'ai d'abord commencé à m'imprégner de ma thématique en consultant des références populaires et techniques. Puis, une fois chose faite, afin d'obtenir des références plus pertinentes et de donner plus de profondeur scientifique à ma présentation, j'ai identifié des mots-clés à utiliser individuellement ou en combinaison avec les banques de références que j'ai citées précédemment. Ensuite, pour affiner mes recherches, j'ai imposé des filtres. Par exemple, j'ai pensé à des critères généraux. Ces critères généraux qui concernaient les études que j'ai sélectionnées, ces études devaient être publiées depuis moins de 5 ans, être accessibles intégralement, proposer des méthodes et une argumentation jugée scientifique, puis elles devaient parler de personnes souffrant de douleurs chroniques et être rédigées en anglais ou en français. Lorsque ces critères généraux étaient associés aux chiens de service, donc dans le cas de zoothérapie, elles devaient aborder les thérapies assistées par l'animal, tout particulièrement les chiens, et se dérouler dans un contexte médical. Et lorsque ces critères généraux étaient associés aux chiens de soutien, elles devaient aborder les dyades, à savoir les duos propriétaires-chiens, et puis les apports que les chiens ont dans le quotidien de leurs propriétaires. Et puis, il est évident que si certaines études étaient plus anciennes, mais jugées quand même pertinentes, elles étaient quand même incluses. Maintenant, je voudrais vous parler de quelques éléments historiques. Alors, vous le savez probablement, mais l'histoire de la domestication des chiens remonte en fait à des milliers d'années. Selon la littérature, le loup gris semble être l'ancêtre du chien, mais le début de sa domestication est controversé puisqu'il est estimé entre 32 100 et 18 800 avant Jésus-Christ. Cependant, il semble clair que le chien est considéré comme un animal domestiqué par les humains depuis environ 15 000 ans. Cependant, en tout temps, dans toutes les sociétés, toutes les cultures, c'est une erreur de penser que tous les humains entretiennent les mêmes relations avec les chiens. On dit souvent des chiens qu'ils sont les meilleurs amis des humains, mais on oublie qu'ils ont aussi été, et sont parfois toujours, parfois mangés, considérés comme des dieux, voire des démons. D'ailleurs, même au sein de cette assemblée, il est fort probable que nous ayons tous un avis différent sur les chiens, un amour, voire même une aversion pour certaines races, voire même pour l'espèce à part entière. Recentrons notre sujet sur les sociétés occidentales. Il faut savoir qu'elles ont commencé à développer des relations amicales avec les animaux domestiques, notamment les chiens, à partir du siècle des Lumières. Petit à petit, les humains se sont rendus compte que les relations avec les animaux pouvaient avoir d'autres fonctions que religieuses, de travail ou nourricières, puisqu'elles peuvent également être socialisantes.
Seulement, pour socialiser avec un autre être vivant qui est d'une espèce différente de la nôtre, eh bien, il faut réussir à se comprendre à minima. Ben, ça tombe bien, parce que même si les humains et les chiens font partie de deux espèces différentes, avec des méthodes de communication qui leur sont propres, eh bien, il semble que les processus de domestication, de cohabitation et d'attachement interespèces entre les humains et les chiens les aient conduits à modifier leur capacité de communication intra-espèces, entre humains ou entre chiens, pour les hybrider, les faire évoluer et les rendre interespèces, entre humains et chiens et entre chiens et humains. Cela leur a donc permis de se faire passer des messages humano-canins ou canino-humains. Pour exemple, d'ailleurs, d'après la littérature, il semble que les chiens puissent utiliser jusqu'à 19 gestes référentiels différents qui suscitent des réponses appropriées de la part des humains. Puis ces signaux, ils peuvent être modulés en fonction de réponses humaines fournies ou interrompus s'ils ne sont pas efficaces ou si au contraire, ils sont satisfaits. D'ailleurs, veuillez noter cet élément car il est crucial pour la suite. Toutes les dyades, à savoir les duos propriétaires-chiens, mais on pourrait aussi parler des duos manieur-chien-thérapie, n'entretiennent pas le même niveau de proximité dans leur relation. Alors, pour mieux comprendre cela, imaginons une famille qui adopte un chien. Si on demande à chacun des humains de la famille comment est-ce qu'ils considèrent leur chien, eh bien, peut-être auront-ils des réponses différentes. Peut-être que dans la famille, la mère de famille sera celle qui s'occupera le plus du chien et qu'elle sera dite la propriétaire officielle du chien. Peut-être que les autres humains cohabitent simplement avec le chien, mais encore une fois, peut-être à des niveaux qui sont différents. Peut-être aussi qu'ils essaient de se diviser équitablement les tâches autour du chien et que le rôle du maître est en fait partagé. Alors, d'après la littérature, il semblerait que la qualité d'une relation humain-animal varie en fonction du temps que les individus passent ensemble, mais aussi de leurs expériences individuelles et concomitantes, des activités qu'ils passent ensemble, etc. Par ailleurs, il faut savoir que les chiens sont capables de former des attachements uniques avec leur maître qui peuvent être influencés par les soins prodigués par leur maître, mais aussi par leur propre style d'attachement. Ainsi, nous n'avons pas qu'un seul attachement entre les humains et les chiens, mais une diversité d'attachements qui sont modulés tant par les humains que par les chiens. Notons aussi que rien n'est écrit dans le marbre, et cela tant pour les humains que pour les chiens. Tous sont des êtres sensibles qui sont susceptibles d'être marqués par la vie, par un accident, un abandon ou tout un tas d'autres paramètres. Auquel cas, un humain peut très bien adorer les chiens, puis à la suite d'un événement traumatique, en devenir phobique. Et c'est exactement la même chose pour les chiens. La thématique de la socialisation, elle est également étroitement liée avec celle de l'animal thérapeute. Alors, cette histoire, elle débute en 1699 avec John Locke, un philosophe et médecin anglais qui préconisait de donner aux enfants des animaux dont ils pourraient s'occuper. Alors, cela les encouragerait à développer des sentiments tendres, le sens des responsabilités envers les autres. Puis petit à petit, la compassion et la préoccupation pour le bien-être des animaux sont d'ailleurs devenus l'un des thèmes didactiques favoris de la littérature pour enfants, et cela dès le XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe, les théories concernant l'influence socialisante de la compagnie des animaux ont commencé à être appliquées au traitement des maladies mentales. Le cas le plus ancien recensé se déroule en Angleterre avec William Tuke, le directeur du York Retreat, un centre d'hébergement pour les personnes ayant des problématiques de santé mentale. Alors, ce centre, il est connu pour laisser les patients porter leurs propres vêtements. Il les encourageait également à s'adonner à des travaux manuels, à écrire, à lire des livres ou encore à se promener dans le jardin du centre où vivaient des petits animaux domestiques. Alors, le petit-fils de William Tuke, Samuel Tuke, note que cette expérience permettait que le séjour des patients s'en voit amélioré, mais qu'ils soient aussi éveillés à des sentiments sociaux bienveillants. Alors, même si les projets ont vu le jour au XIXe siècle, l'avènement de la médecine scientifique a largement éliminé les animaux des milieux hospitaliers et au début du XXe siècle. Pendant les 50 années suivantes, les seuls contextes médicaux qui utilisent les animaux comme précédemment décrits sont en fait les secteurs des maladies zoonotiques et de la santé publique. Ce n'est qu'à la fin des années 1950 que la zoothérapie a réellement pris forme avec Boris Levinson. Alors, Boris Levinson, c'est un pédopsychiatre américain qui propose la Pet Facilitated Psychotherapy qui aboutira au concept de pet therapy, puis
de zoothérapie. C'est en 1964, lors d'une consultation avec un enfant qui ne parlait pas et refusait tout contact avec d'autres humains, qu'il remarque que la présence de son chien dans son cabinet débloque petit à petit des interactions physiques et verbales entre l'enfant et le chien. Il est le premier à aborder le rôle de catalyseur social que l'animal peut jouer envers les humains. Qu'est-ce que ça veut dire un catalyseur social? Ça veut dire que l'animal faciliterait les interactions entre les patients et les autres individus. D'ailleurs, selon lui, grâce au lien d'attachement entre les patients et les animaux, eh bien, l'humain pourrait se sentir rassuré, réconforté, moins seul. Depuis, la zoothérapie n'a pas cessé de se développer. On a vu progressivement entrer des animaux dans des centres d'hébergement, des centres de réadaptation, voire d'autres types d'établissements de santé. Donc la zoothérapie, elle n'a plus uniquement pour public les personnes ayant besoin de santé mentale, puisqu'elle s'est diversifiée. Elle accompagne aujourd'hui, par exemple, les personnes dans leur développement, les enfants dans leur développement scolaire, les professionnels dans le cadre de coaching, mais aussi les personnes souffrant de douleurs, qu'elles soient chroniques ou non. Pour que vous ayez une vision d'ensemble de la thérapie assistée par le chien, je voudrais maintenant vous parler des risques qui y sont associés. Alors, les risques pour les humains, elles peuvent être regroupées en 5 catégories. Les phobies, qui toucheraient environ 10% de la population mondiale, les allergies, qui toucheraient entre 10 et 20% de la population mondiale, les fomites, les zoonoses et les blessures traumatiques. Alors, à titre d'information, les fomites sont des matières contaminées par un micro-organisme pathogène et susceptibles de contaminer d'autres objets, animaux ou personnes. Et puis, les zoonoses, eh bien, ce sont des maladies qui sont transmissibles entre les animaux et les humains. Pour les éviter, eh bien, il est important pour tous les acteurs qui organisent ce genre de thérapie dans les établissements de soins qu'ils se connaissent bien entre eux, mais aussi qu'ils connaissent bien les espaces où le chien va pouvoir se déplacer de son arrivée jusqu'à sa sortie des locaux, les individus, humains et non humains, puisque je rappelle que certains hôpitaux autorisent vos propres animaux de compagnie à venir vous voir. Eh bien, qu'ils reconnaissent ces individus humains et non humains qui sont susceptibles de croiser la diade thérapeutique, à savoir le duo manieur-chien. Il faut donc que tous ces acteurs sélectionnent minutieusement les espaces, les professionnels de santé, les patients avec lesquels les diades thérapeutiques vont pouvoir interagir de près ou de loin, mais aussi qu'ils mettent en place des stratégies spécifiques, des politiques d'établissement et des directives relatives au bon déroulement du travail de la thérapie assistée par l'animal. Alors, il faut savoir qu'il existe quelques règles de base que tous doivent respecter. Par exemple, les diètes thérapiques doivent uniquement rendre visite aux patients qu'ils souhaitent et le peuvent. Tous les humains, nous l'avons vu, n'apprécient pas les chiens. D'ailleurs, certains en sont allergiques, voire phobiques. De plus, elles ne doivent pas rendre visite aux patients qui ont une maladie transmissible qui a été diagnostiquée ou suspectée, ou encore aux patients placés en isolement. Des barrières de protection physique et visuelle doivent être mises en place. Cela permet d'éviter ou d'essayer de gérer en tout cas quelques effets secondaires, par exemple liés aux phobies ou aux allergies. Il ne devrait pas y avoir non plus de léchage ou de baisers échangés entre les humains et les animaux. Et puis, les patients doivent également se laver les mains ou se les désinfecter avant et après l'interaction. En parlant des chiens de thérapie, eux aussi, il faut qu'ils soient monitorés pour éviter la propagation de certaines maladies, bactéries ou parasites. Par exemple, seuls les chiens en bonne santé physique et mentale doivent participer aux activités. Les chiens doivent être adéquatement vaccinés et vermifugés et ne doivent pas avoir de parasites ou de lésions cutanées. Ils doivent être baignés avant chaque visite. Et puis, ils ne devraient pas être nourris au cru. Et puis, seuls les animaux adultes doivent pouvoir participer aux activités. Ensuite, un autre sujet important, l'adhésion du personnel est également important pour que le programme puisse être mis en place et se déroule dans de bonnes conditions. Alors, des études ont montré que le personnel est généralement très positif à l'égard des interventions assistées par l'animal, parce que, par exemple, il y a des études qui disent que ce genre de programme diminuerait le stress et l'anxiété chez le membre du personnel des établissements de soins. Il y a d'autres études qui ont dit que les infirmières ont déclaré que la zoothérapie rendrait leur travail plus intéressant et créerait du bonheur sur leur lieu de travail, qu'elles pensent aussi que leur charge de travail n'augmenterait pas en raison de ce programme de zoothérapie. Et puis, dans d'autres études, ils ont dit que le personnel a déclaré que le chien de thérapie leur manquerait lorsqu'ils ne sont pas présents, et puis que les animaux de thérapie permettraient de briser la glace entre le personnel et puis les patients. Donc, globalement, ce qu'on peut conclure de cette
portion de présentation, c'est que les risques associés à la pratique de la thérapie assistée par l'animal, notamment par le chien, sont en fait faibles et à partir du moment où les établissements de soins, leur personnel, les patients et les diètes thérapeutiques travaillent main dans la main, pour ne pas dire main dans la patte, et respectent le protocole d'interaction, le tout doit bien se passer. Maintenant que vous savez cela, entrons dans le vif du sujet en prospectant sur le fait que la thérapie assistée par le chien pourrait diminuer les douleurs chroniques des patients. Alors pour ce faire, je voudrais vous parler d'une étude intéressante, celle de Marcus et ses collègues. Alors un petit peu ancienne parce qu'elle date de 2012, mais elle a l'avantage de parler de l'usage des chiens de thérapie, des thérapies assistées par le chien avec des personnes souffrant de douleurs chroniques dans un contexte médical. Et puis, elle présente un nombre de participants élevé par rapport à la plupart des autres études qui abordent un sujet équivalent, puisqu'elle mobilise 235 patients qui ont été en contact avec des chiens de thérapie. Alors, ce projet, il avait pour but d'évaluer, entre autres, les effets de brèves visites de chiens de thérapie sur des patients atteints de douleurs chroniques qui sont suivis dans une clinique de traitement de la douleur interdisciplinaire. D'autres données ont été prélevées concernant les familles des patients présents et aussi le personnel de soins médicaux, mais dans cette présentation, nous allons les ignorer car ce n'est pas notre sujet et que les échantillons pour ces deux thématiques sont assez petits. Alors globalement, voici la méthode qui a été mobilisée dans cette étude. En attendant leur rendez-vous médical, les participants, accompagnés parfois de membres de leur famille, devaient soit attendre dans la salle d'attente, alors ils avaient pour occupation de lire des magazines ou de regarder la télévision, puis leur attente était standardisée à 15 minutes, puis ça a concerné 83 patients. La deuxième solution, c'était qu'ils attendent dans une salle annexe où ils étaient accueillis par un manieur et son chien de thérapie certifié. Alors ça a concerné environ 235 patients, puis leur temps d'attente, il n'était pas standardisé dans la salle puisqu'il variait en fonction de la disponibilité des professionnels de santé qui allaient les accueillir en suivant. Alors, en arrivant dans la salle dans laquelle ils allaient devoir patienter, les participants étaient invités à remplir un questionnaire qui renseignait sur des données démographiques, mais aussi sur leurs douleurs ressenties, leur fatigue et leur détresse émotionnelle. Et puis, en repartant de la salle, ils devaient réévaluer leurs symptômes. Et puis, concernant les participants qui ont vu le chien de thérapie, eh bien, ils étaient invités à évaluer leur satisfaction à l'égard des interactions qu'ils ont eues avec le chien de thérapie. Alors, globalement, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les résultats montrent que les visites de chiens de thérapie ont plutôt eu de bons effets sur les douleurs ressenties par les patients et puis leur état émotionnel. Comme les effets ne semblaient pas être influencés de manière substantielle par le sexe de la personne, troubles de l'humeur coexistants ou encore la durée de la visite, les auteurs n'ont pas noté ces éléments. Je voudrais simplement quand même revenir sur ce tableau. Ici, vous avez les données qui concernent les personnes qui ont vu les chiens de thérapie. Ça, c'est les données qui ont été récoltées quand les personnes ont commencé leur attente. Et ça, c'est les données qui ont été récoltées par les personnes qui ont terminé leur attente avec le chien de thérapie. Et puis ici, vous avez le même format avec les personnes qui ont attendu dans la salle d'attente. Globalement, on se rend compte que les patients qui ont été donc en contact avec les chiens de thérapie ont vu leur niveau de douleur diminuer entre le avant leur attente et le après leur attente. Par contre, dans les salles d'attente normales, là, on voit une petite augmentation. Concernant la fatigue, on voit encore une diminution pour le premier groupe et une augmentation pour le deuxième groupe. Si on regarde le stress, on a une grosse diminution vis-à-vis des patients en contact avec les chiens de thérapie. Et puis, on voit une petite diminution pour les personnes qui sont dans la salle d'attente standard. Puis, il faut savoir que ces résultats, ils ne sont pas isolés, puisque White et ses collègues ont fait une méta-analyse qui concerne les effets de l'activité assistée par l'animal et de la thérapie assistée par l'animal sur les patients. Juste pour que vous le sachiez, une méta-analyse, c'est quand on met ensemble toute une série d'études publiées pour faire une seule analyse d'effets. Donc, pour essayer de voir réellement les effets d'une thérapie sur les patients, par exemple. Alors, dans chaque étude que les auteurs ont mobilisée dans cette méta-analyse, les chercheurs ont constaté des améliorations significatives de la douleur, de l'anxiété et de la détresse des patients au contact des animaux, mais pas nécessairement pour les autres patients. Alors, dans une autre étude de Carey et ses collègues qui a été publiée en 2022, eux, ils montrent aussi des résultats similaires, mais cette fois avec des patients souffrant de douleurs aiguës. Et puis, eux, ils étaient accueillis dans des services d'urgence du Royal University Hospital à Saskatoon.
Alors globalement, le résultat montre une diminution, encore une fois, significative des niveaux de douleur, d'anxiété et de dépression pour les personnes qui ont interagi avec les chiens de thérapie et pas pour les autres patients. Alors reprenons l'étude de Marcus et ses collègues et puis discutons de ses limites. Alors moi, ce que je vois en termes de limites, c'est qu'on ne connaît pas la proximité passée et présente ni des patients ni du manieur vis-à-vis des animaux, notamment des chiens. Concernant le manieur, d'ailleurs, on sait depuis combien de temps il travaille avec son chien, mais nous n'avons que très peu de détails sur son expérience professionnelle. Concernant les patients, on sait juste qu'ils ont souhaité participer à l'étude parce qu'ils en avaient envie, mais peut-être avaient-ils déjà une bonne perception des chiens. Peut-être qu'ils étaient déjà un public réceptif à ce genre de pratique. En fait, nous n'en savons rien du tout. Parlons maintenant plus précisément des chiens de thérapie. Ici, un seul chien a été mobilisé. Oui, il a été certifié, mais on ne connaît pas son élevage, on ne connaît pas sa formation, son tempérament, son histoire, etc. Et puis, dans la méta-analyse de Waite et ses collègues, eh bien, eux, ils mettent en avant le fait que les études qui mobilisent un seul chien de thérapie avaient des effets de taille plus élevés que les études qui mobilisent plusieurs chiens. En bref, faire une étude axée sur un seul chien n'est donc pas vraiment démonstratif de la réalité. Et puis, au niveau du tempérament et du comportement des chiens, eh bien, il peut varier considérablement d'une race à l'autre. Et puis, les caractéristiques physiques telles que la taille, le pelage, la couleur des yeux, la forme des oreilles des chiens influencent également la façon dont les humains perçoivent les chiens. Puis, toutes ces variabilités, elles peuvent avoir des impacts sur la façon dont un chien interagit avec l'humain et inversement. Donc, en admettant qu'un autre chien ait été sélectionné pour cette étude, eh bien, peut-être que le résultat aurait également varié. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre étude, celle de Bradley et Bennett, qui a été publiée en 2015 et qui concerne les impacts de la possession d'un animal de compagnie, notamment d'un chien, sur des personnes souffrant de douleurs chroniques. Alors, dans cette étude, les auteurs ont souhaité demander à un groupe d'adultes souffrant de douleurs chroniques s'ils utilisent des interactions avec les animaux de compagnie, les leurs, comme une stratégie de soulagement de la douleur, et puis, dans l'affirmative, s'ils pensent que l'animal les aide à gérer leur douleur. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur la population cible qui a été mobilisée. Elle est composée de 173 adultes, tous souffrant de douleurs chroniques diverses. Parmi ces personnes, on avait 132 propriétaires d'animaux de compagnie, chats et ou chiens et ou, on ne sait pas. On avait également 39 non-propriétaires et 2 participants dont le statut de propriétaire n'était pas précisé. Alors globalement, on avait 50,3% des personnes qui avaient des chiens, 42,2% qui avaient des chats, et le reste n'est pas précisé. Concernant le design de l'étude et les méthodes qui ont été appliquées, eh bien, d'abord, les chercheurs ont diffusé une enquête en ligne auprès des enquêtés. Les questions portaient sur eux-mêmes, l'âge de la personne, le sexe, le type de douleur ressentie, et puis tous les animaux de compagnie qu'ils possèdent, le nombre et l'espèce possédée, ainsi que certains aspects sur la personnalité de l'animal, son degré de calme, de désobéissance, d'amabilité, d'affectif, de nervosité et l'énergie de l'animal en question. Elle incluait également des échelles pour mesurer la dépression de la personne, son anxiété et son stress, et puis une échelle numérique d'évaluation de la douleur. Tout cela a été complété par une version modifiée du Chronic Pain Inventory 42 en mixant des éléments liés à la gestion de la douleur et d'autres au sujet des interactions humains-animaux. Pour cette première étape, tous les participants y ont répondu. Ensuite, ces participants, ils étaient invités à recontacter les chercheurs pour développer leurs réponses dans le cadre d'un entretien semi-structuré. Là, il y a eu seulement 7 propriétaires qui ont répondu à cette seconde étape. Alors, d'après les résultats obtenus, les auteurs n'ont pas mis en avant de différences significatives entre le niveau de douleur déclaré par les propriétaires et les non-propriétaires, et même chose concernant le niveau d'anxiété et de stress. Par contre, les propriétaires d'animaux ont signalé plus de symptômes dépressifs que les non-propriétaires, mais les propriétaires d'animaux perçus comme plus amicaux ont signalé moins de symptômes dépressifs. Et lorsque les propriétaires ont déclaré utiliser activement les interactions humains-animales pour gérer leur douleur, eh bien, ils ont aussi déclaré qu'ils avaient des niveaux de douleur plus faibles que les autres propriétaires. Si on parle des résultats qui concernent plus particulièrement les propriétaires de chiens,
eh bien, il y aurait une association négative entre la gentillesse perçue du chien et les niveaux de dépression et d'anxiété. Ce qui veut dire que si les personnes considéraient leur chien comme étant pas gentil, par exemple, je schématise bien évidemment, eh bien, elles avaient un niveau de dépression et d'anxiété qui était plus élevé que si elles considéraient leur chien comme plutôt gentil. Les personnes qui avaient des chiens plus désobéissants que les autres, d'ailleurs, ont aussi noté un stress plus important que les autres propriétaires. Alors, ces résultats, ils indiquent que certains animaux de compagnie, mais pas tous, peuvent être bénéfiques pour les patients souffrant de douleurs chroniques. Puis comme les avantages semblent être également associés à l'espèce, à la personnalité de l'animal, au fait que la personne utilise activement les interactions humain-animal comme mécanisme d'atténuation de la douleur, eh bien les auteurs de cette étude concluent qu'il convient d'être prudent avant de recommander la possession d'un animal de compagnie aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Maintenant, je voudrais vous parler des limites de cette étude. Alors, tout d'abord, force est de constater que la population cible est plutôt mal dosée et mal documentée. Pourquoi? Il y a très peu d'hommes par rapport au nombre de femmes et très peu de non-propriétaires par rapport au nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, ce qui n'est pas représentatif de la réalité. Ensuite, nous n'avons aucune information sur les différents animaux, leurs races qui ont été inclus, par exemple, dans l'enquête. Pourtant, nous l'avons vu précédemment, ces informations peuvent avoir un impact sur la relation humain-chien. Notons également que les données qui concernent la période antérieure à la possession d'un chien ou encore l'expérience même de la possession du chien sont très minces et peu développées. Concernant ces thématiques, il aurait d'ailleurs été intéressant d'aller creuser un petit peu plus au niveau des autres membres du foyer qui composent le foyer, justement, car la relation humain-animal et ses effets finalement peuvent différer en fonction des personnes qui vivent avec l'animal. Ensuite, parlons des données sociodémographiques. À mon sens, elles sont plutôt faibles. Pourquoi? Alors, je voudrais vous parler d'une étude récente qui a attiré mon attention, celle du docteur Amiot et ses collègues qui travaillent à l'Université du Québec à Montréal. Alors, cette étude, elle a été publiée en 2022 et a été réalisée pendant la pandémie du COVID-19. Alors, tous les auteurs soulèvent que pour mieux comprendre les impacts de la relation humain-chien sur les humains, eh bien, il est important d'examiner les différences entre les propriétaires et les non-propriétaires d'animaux en s'appuyant sur des données sociodémographiques plus complexes que ce qui est fait habituellement. Les auteurs suggèrent de s'intéresser, par exemple, au sexe de la personne, à son âge, à la zone d'habitation, au type de logement, mais aussi à d'autres facteurs du statut socio-économique, comme par exemple le revenu et la situation professionnelle de la personne, ou encore la taille de sa famille. Les résultats de leur étude sont d'ailleurs plutôt cuisants puisqu'ils mettent en avant que pour profiter des avantages de la possession d'un animal de compagnie, eh bien les gens doivent disposer de ressources personnelles et financières suffisantes et que le manque de ces ressources peut transformer la possession d'un animal de compagnie en un vrai fardeau pour le bien-être des humains, notamment en période de stress aigu. La douleur chronique étant, et rappelons-le, une expérience multifactorielle, eh bien, la possession d'un animal de compagnie pourrait donc avoir des impacts potentiellement négatifs sur les personnes souffrant de douleurs chroniques. Que faut-il conclure de tout cela? Alors, pour rappel, le but de ma présentation était de discuter des apports des chiens dans la vie au quotidien de personnes et ou de propriétaires souffrant de douleurs chroniques. Alors, pour ce faire, nous avons travaillé à décortiquer les intuitions selon lesquelles le fait de posséder ou de s'occuper d'un chien de thérapie assisté par l'animal permettrait aux humains d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur bien-être ou de diminuer le niveau de douleur chronique ressenti. Alors, globalement, ce qui me semble important de dire, c'est que dans le cadre de la zoothérapie, comme dans le cadre de la possession d'un chien, eh bien, il n'est pas possible de conclure que tous les humains peuvent bénéficier de la diminution de leur douleur chronique avec ce genre d'interaction. Il y aurait plutôt certaines conditions à respecter, à la fois humaines, canines, humano-canines, canino-humaines, qui font que certains humains pourraient bénéficier, tirer profit de cette relation, alors que pour d'autres, il y aurait des aspects néfastes, plus néfastes. Par exemple, et je grossis volontairement les traits, en admettant que vous souffrez de douleurs chroniques et que vous êtes grandement allergique aux chiens, eh bien, il y a de grandes chances pour que si vous interagissiez avec un chien, que ce soit dans le cadre de zoothérapie ou de la possession d'un chien, eh bien que cela ne vous fasse pas du bien. Par contre, dans le cadre de la zoothérapie, si vous souffrez de douleurs chroniques, mais que vous n'avez pas de phobie, pas d'aversion,
pas d'allergie aux chiens, que vous avez plutôt de bons a priori à propos de cette espèce, et plus particulièrement de la race que vous avez en face de vous, que vous avez une expérience personnelle passée et présente positive vis-à-vis des chiens, eh bien, il y a plutôt de grandes probabilités pour que la thérapie assistée par l'animal, notamment par le chien, ait de bons impacts sur vous. Par contre, dans le cas de la possession d'un chien de compagnie, ça se complique un petit peu. Comme l'article de Bradley et Bennett le conclut, certains animaux peuvent être bénéfiques pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, mais pas tous. En fait, je trouve que cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Je préférais dire que certaines dyades, à savoir certains combos propriétaires-chiens, sont des combos moins bénéfiques que d'autres pour diminuer le niveau de douleur chronique des humains. Comme les avantages semblent être associés aux espèces possédées, à la race, à la personnalité de l'animal, mais aussi de l'humain, à leurs expériences individuelles et concomitantes passées et présentes, à la bonne gestion du fardeau que représente le fait de posséder un animal, mais aussi au fait que l'humain utilise activement cette relation pour diminuer ses douleurs chroniques, eh bien nous devons être prudents et se poser les bonnes questions, tant humaines que canines, avant de se dire oui, le chien que je vais adopter va me permettre de diminuer mon niveau de douleur chronique. Un grand merci à tous pour votre écoute, et un grand merci au réseau de la RQRD et de la AQDC pour cette belle opportunité de partage. Je vous remercie.